pour ce beau panel, pour cette émotion qu'on a passée à parler des startups et de comment pouvoir réussir en tant que start-up et de l'écosystème tunisien qui permet aussi de pouvoir s'internationaliser. Et je vais rebondir avec donc qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des startups pour l'économie bleue durable. On va vous parler de ce que c'est que l'économie bleue durable, le cadre qui a été mis pour atteindre les objectifs de développement durable. Comme vous voyez, ce n'est pas facile. Il y a de la donnée, il y a des réformes stratégiques, il y a une vision à avoir et il y a de la promotion des investissements. Et donc ça rejoint réellement ce qui est l'essence même d'une entreprise ou d'une start-up, mais à une échelle plus grande, celle du pays, au fait, vraiment. Et ça rejoint totalement ce qui a été discuté tout à l'heure par rapport à la vision, par rapport à permettre à ces startups de pouvoir s'installer et de pouvoir bénéficier de tout un cadre, que ce soit national ou à l'international, pour promouvoir et mettre en place et asseoir surtout leur activité. Pour tout ce qui concerne l'économie bleue durable, il faut connaître aussi que c'est l'amélioration des stocks de poissons et des activités halieutiques. C'est créer des emplois. Et quand on parle de création d'emplois, que ce soit dans une économie bleue durable ou une économie circulaire, eh ben ça apporte un plus par rapport à la protection du littoral, des océans, des mers, etc. C'est aussi la résilience qu'on peut avoir par rapport à des populations côtières. Et rien que de prendre aujourd'hui l'exemple de la Tunisie, on sait qu'on atteint 8 millions d'habitants sur les côtes. S'ajoute à ça les touristes qui arrivent pendant les périodes estivales, donc à peu près entre 8 millions de plus. Vous imaginez un peu la pression qui s'opère sur ces côtes et comment donc on peut les protéger, que ce soit par rapport à l'industrie du tourisme, que par rapport à l'industrie qui bénéficie directement de ce secteur. Et pour terminer, comment peut-on être dans l'innovation, dans une économie bleue durable? Je pense à tout ce qui est éolienne offshore, par exemple. Il y a des choses à faire, aussi par rapport à tout ce qui est les câbles sous-marins, et dont la Tunisie ne tire pas profit, malheureusement, aujourd'hui. Je pense aussi au commerce. Qui s'opère sur le commerce maritime, sur la Méditerranée, on est à plus de 30% de commerce maritime, et la Tunisie voit passer les bateaux de l'Est à l'Ouest sans pouvoir accueillir ces nouveaux conteneurs parce que nos ports ne sont pas bien équipés aujourd'hui pour pouvoir décharger ces conteneurs. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Il y a une vision à avoir, une vision dans la modernité, dans les structures, dans une volonté d'avancer rapidement pour répondre à tout cet écosystème. Quand je pense aux océans et aux mers, il faut se figurer qu'ils pourraient représenter la 7e puissance mondiale, avec un chiffre d'affaires pour le PIB de 24 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous imaginez, qu'est-ce que nous, on pourrait tirer profit de ce que c'est qu'une économie bleue durable et ce qu'elle peut apporter à notre pays. Juste comme ça, en passant rapidement, on dit que le tourisme représente 12% de notre PIB. Mais c'est juste le tourisme, il n'y a pas autre chose. L'aquaculture, c'est vraiment 0,0 quelque chose. Tout ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, transport maritime, câblage, sous-marin, on ne procède pas encore dans une vision d'acquérir ce secteur ou ces secteurs. Donc il est temps aujourd'hui pour la Tunisie de pouvoir se rallier au développement durable pour l'économie bleue et de pouvoir répondre aux objectifs, les ODD, et surtout l'objectif 14, la vie aquatique. Et pour cela, je vais appeler nos intervenants. J'ai assez pris la parole, je pense. Il est temps pour moi de m'éclipser et d'être juste modératrice. Donc, je commence par M. Nadi Messi, que j'invite à prendre place. J'enchaîne avec Mehdi Benhaj.
et Mounir Boulkout. Tu as un grand, je me permets de le tutoyer parce que il est mon vice-président à la Saison Bleue et donc je te tutoie devant ce public. Donc tu es un grand passionné des questions maritimes et littoraux. Il occupe actuellement le poste de directeur à l'Agence de protection et de l'aménagement du littoral, la PAL, pour ceux qui la connaissent sous ce nom, président de Réseau Méditerranée du littoral et de la mer, président de l'Association tunisienne d'ingénierie côtière, portuaire et maritime, secrétaire général du cluster maritime tunisien et vice-président de la Saison Bleue. Emna Ben Amor, responsable du bureau de représentation du CIC en Tunisie, elle accompagne les clients du groupe dans le développement en Tunisie depuis plus de 25 ans. Ce métier lui permet de découvrir les secteurs d'activité très variés, de rencontrer des entrepreneurs passionnés et d'être sur le terrain. Elle a eu une formation d'expert comptable et en droit d'affaires et le démarrage professionnel s'est fait au sein du cabinet PwC. Elle est membre du bureau directeur de la Chambre tuniso-française du commerce et de l'industrie et elle est trésorière à la Saison Bleue. Mounir Boulkout, industriel de la transformation des algues marines sur les continents africains, Tunisie, Mozambique, Zanzibar, depuis 1999, avec Celt Marine. Et tu es CEO de Celt Marine Tunisie, avec plus de 800 collaborateurs en Afrique, travaillant à cultiver des macroalgues en mer et dans l'océan. 70% qui travaillent sont des femmes. Celt crée un nouveau secteur dans l'aquaculture en Afrique jusqu'à la transformation finale en gélifiant, en épaississant l'alimentaire. Celt Marine investit dans la recherche de solutions innovantes pour toutes les applications du futur dans le secteur de l'alimentation, dans le diagnostic médical et le remplacement du plastique par les extraits d'algues. Celt est une entreprise qui cultive la mer et les océans pour en donner le meilleur aux hommes pour leur nourriture de demain. Après cette présentation, je vais commencer à m'adresser à Mahdi pour qu'il nous parle sur le terrain de la Tunisie, la position de l'économie bleue durable et comment on peut ensemble travailler avec cet écosystème, privilégier bien évidemment la montée des startups qui, nous en tant qu'association, on a vu des demandes arriver pour les aider à monter leurs projets et d'où notre rapprochement aujourd'hui avec la French Tech, d'où cette idée d'organiser cette matinale. Comme le disait tout à l'heure Salma, on ne peut plus imaginer une économie bleue ou une économie tout court d'un pays sans intégrer le facteur de la durabilité, du développement durable, d'une dimension environnementale poussée. À toi l'honneur, Mahdi. Merci, chère présidente. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter mes amis Rim et Naïla Benzine pour le choix du sujet. Ça fait très sœur. Hein. Oui, bon. Pour le choix du sujet. Pourquoi ? Parce que, en effet, on est en 2022. Il ne peut pas avoir de transition écologique sans une transition numérique. C'est impossible à faire, ça. Donc, tout ce qui est transition écologique, on pense à l'environnement, on pense à gérer correctement les ressources marines, mais ça ne peut pas se faire sans les data, le numérique. C'est impossible à faire, vu la complexité de la chose et l'abondance de l'information. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié le titre, l'idée surtout, elle est très ingénieuse, je trouve, parce que Rim, c'est très bien que dans mon boulot, j'utilise surtout du numérique, pas autre chose. C'est indispensable, on ne peut pas aller autrement, il n'y a pas d'autre moyen, il ne faut pas se casser la tête. Donc, et de toute façon, le monde entier va vers le numérique, on ne peut pas, donc c'est la voie à suivre. Ça d'une part. Secondo, nous, à la Saison Bleue et surtout dans notre
Forum mondial de la mer, BIZERT, on parle toujours d'économie bleue durable. Et on insiste sur la durabilité, comme vient de présenter RIM et les ODD. Pourquoi? Parce que si on perd ces ressources marines et leur durabilité, c'est fini. On ne pourra plus parler d'économie bleue. C'est fini. Donc, on insiste sur ça. Donc, le modèle à suivre, c'est vraiment l'économie bleue durable, la protection de l'environnement et pas autre chose. Donc, on ne va pas s'amuser à faire l'économie bleue avec la méthode ancienne. Et on connaît les dégâts. Je pense que vous êtes tous tunisiens et vous connaissez très bien la région de Gabès. C'est hors de question de refaire ça. Donc ça, c'est pour être très clair, quel mode d'économie bleue on veut dans ce pays, quels sont nos choix. Nos choix seront respectueux de l'environnement, pas autre chose. On est comme ça. Donc ça, c'est pour mettre la chose dans son cadre. Maintenant, je vais rappeler les secteurs classiques d'économie bleue en Tunisie, qui sont, comme indiqué RIM, le tourisme balnéaire, la pêche et l'aquaculture et le transport maritime. Parce qu'on a beaucoup de ports, tout le trafic méditerranéen passe devant nous, indispensablement dans le canal de Sicile entre la Tunisie et l'Italie. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de capter sur notre paire de manches? Est-ce qu'on est en train vraiment de faire ce qu'il faut? Est-ce qu'on est en train d'en profiter? Le capitaine peut bien sûr affirmer ça. Non, on n'est pas en train de capter ce qu'il faut. Tous les pays sont en train de capter ce qu'il faut, sauf nous. Donc on est en 2022, on n'a pas encore un port en eau profonde. On continue donc à tarder à le faire. Donc le Maroc l'a fait, Malte l'a fait, l'Italie l'a fait. Donc ils captent une grande partie du trafic. Nous, non, on ne capte rien du tout. Nous avons la meilleure position géographique. Et pourtant, on passe 30 ans à encore décider et discuter. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est pour vous dire. Pour les secteurs classiques qu'on connaît déjà, qui sont vieux, donc comme la terre, hein, donc vous savez, le transport maritime, c'est vraiment le commerce mondial de marchandises se fait à travers le transport maritime. Il occupe environ 90% donc, du commerce international, et c'est comme ça. Malheureusement, on n'est pas en travail dessus. Donc, ça, c'est pour vous dire un peu, voilà, ce qui se passe. Donc, pour l'économie bleue durable, on a donc intérêt à aller donc se focaliser sur le transport maritime et prendre notre part du gâteau. Hein. Je vais appeler ça les choses par leur nom. Donc, il faut faire les choses comme ça. Il faut attaquer ce secteur. Il y a aussi le secteur de la plaisance. Donc, capitaine aussi, donc Anis est capitaine au commandant du port de la marina de Gamart. Donc, le tourisme de plaisance, et vous savez très bien que, en parlant de yachting, donc il fait, Anis, chaque année, fait le festival donc, national du yachting, et vous savez, les gens qui ont des yachts, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment les hommes d'affaires, c'est là où on peut chercher l'argent. Toute la rive nord de la Méditerranée. Hein. Oui, c'est l'économie, c'est le business, c'est l'argent. Donc tous les bateaux sont sur la rive nord de la Méditerranée, en France, en Italie et tout ça. Il n'y a rien du tout qui arrive en Tunisie, rien du tout. Il n'y a pas assez d'anneaux. Donc il faut savoir qu'en hiver, comme en cette période, les propriétaires de yachts sont obligés d'aller mettre leur yacht jusqu'au Cap-Vert. Il n'y a rien, il y a une fracture. On n'est pas en train d'exploiter ces opportunités. Il faut aller dans ce sens. Il faut toute une vision nationale pour aller dans ce sens. Bien sûr, tout ça en respectant l'environnement. On ne va pas s'amuser à faire des ports comme c'est déjà fait n'importe où. On ne peut pas venir dans des plages, au milieu de plages sableuses, faire ça. Non, il y a des endroits à choisir, il y a des études d'impact. Il faut toujours donc faire les choses correctement. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut faire qu'il faut faire n'importe comment. Non, c'est hors de question. Ça, c'est un peu pour vous dire aussi. Mais il faut aussi donc, se rappeler qu'il y a trop
je dirais trop, et je sais ce que je dis parce que c'est mon travail, il y a trop de pollution côtière en Tunisie. Il y a trop. Il y a des oueds, il y a des branchements clandestins, il y a toute une pollution qui est déversée directement en mer. Et on ne peut pas donc faire propulser l'aquaculture dans ces conditions. Ou même maintenir la pêche. La pollution tout tue, et je ne vous parle pas de la pollution plastique. Et les microplastiques et de ce que vous êtes en train de manger chaque jour. Et vos enfants, ce qu'ils mangent. Il faut arrêter la pollution. On ne peut pas, donc ce n'est pas un environnement sain pour produire et aller vers l'avant pour tout ce qui est aquaculture et pêche. Ça, c'est vraiment les 3 secteurs phares des secteurs donc, classiques. Maintenant aussi, il y a les secteurs émergents. Donc, comme a dit Rim, pour les câbles sous-marins, les éoliennes offshore et les énergies. Pourquoi je parle d'énergie? Parce qu'il y a 2 choses essentielles pour continuer à vivre. Il y a tout ce qui est agroalimentaire, donc je vous parle de pêche et d'aquaculture, donc les ressources pour manger, mais il y a aussi le déficit énergétique. Il faut chercher d'autres alternatives. Vous voyez que chez nous, on peut rester une semaine sans essence, sans gasoil. Je pense que vous avez tous vécu la situation, vous savez ce que c'est. Donc on va passer à l'électrique, et tout ça, il va falloir penser et réfléchir à d'autres alternatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, les énergies marines sont à creuser. Il y a aussi tout ce qui est biomasse. Il faut réfléchir à ça. Donc, je pense que nous avons notre mot à dire là-dessus. Donc, en fait, RIM a choisi le sigle de la saison bleue, l'éponge marine. Il y a de quoi, parce que nous sommes un des meilleurs et des uniques fournisseurs au monde des éponges marines. Ça, il faut vraiment creuser là-dessus. Et je la laisserai raconter combien peut arriver le prix d'une éponge comme ça dans un musée en France. Combien dans les boutiques, combien donc Aux ventes aux enchères, parce qu'effectivement, si on revient vers l'histoire de l'éponge de Kerkena, il faut savoir que Yves Klein, le peintre et artiste français, s'est approvisionné en Tunisie pour avoir ces éponges, pour les peindre de bleu et pouvoir en faire des œuvres d'art qui se vendent aux enchères aujourd'hui dans le monde entier. Et quand on remonte à cette matière, cet animal, au fait, c'est un animal, hein, c'est pas autre chose, et ben on se rend compte que cette espèce est en voie de disparition, elle est maltraitée à Kerkena, à pouvoir dire elle a disparu pratiquement, et alors qu'elle représente une valeur non seulement pour la biodiversité de notre littoral, mais à l'échelle internationale parce qu'elle représente. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement. Le transport maritime, aujourd'hui, quand tu parles d'énergie électrique, il faut savoir que dans d'autres ports, que ce soit à Marseille ou en Europe, on passe à l'électrification des quais. Et aujourd'hui, on est obligé de se projeter, pas pour 2030 comme c'est écrit ici, mais 2050 peut-être, prévoir une vision à long terme de ce que pour préserver cette biodiversité, cette richesse, ce bien commun, je veux dire, qu'est l'océan et les mers. Et donc, vraiment, aujourd'hui, prendre les meilleures solutions, aux startups aussi, de proposer et de s'inspirer de ce qui se passe en Europe, d'être une force de proposition pour les Tunisiens, pour l'Afrique, ne pas penser uniquement à l'Europe, mais à l'Afrique aussi, et pouvoir être des licornes de demain, travailler pour pouvoir apporter un plus, pour pouvoir présenter une idée innovante et être dans cet objectif d'ODD. Sûr. Donc, un des secteurs aussi émergents, c'est le dessalement de l'eau de mer. Vous savez qu'il ne peut pas exister de vie sans de l'eau. C'est impossible. Là, nous sommes un pays dans un stress hydrique. Vous voyez comment nous subissons les changements climatiques en plein fouet. Donc, on est obligé de dessaler l'eau de mer. Il faut faire des stations de dessalement un peu partout, donc, pour alimenter nos besoins. C'est essentiel, mais c'est aussi dangereux. Ça a un grand impact sur les ressources marines. Donc, toute la saumure qu'on va jeter dans l'eau
Ça a un impact. Il n'y a pas d'activité sans impact. Ça n'existe pas. Donc, pour terminer, je voudrais parler donc, du troisième pilier de l'économie bleue, c'est la protection de l'environnement et la résilience des écosystèmes côtiers et marins. C'est essentiel. Ça va en parallèle. On ne peut pas s'amuser à faire des activités industrielles ou autres activités en ne tenant pas compte de l'environnement. Non. On parlait de durabilité, l'ODD 14, comme a dit Rim, c'est essentiel. Sinon, on va perdre la ressource marine, on ne peut plus l'exploiter. Donc, monsieur vient me dire qu'il n'y a plus d'éponges, oui, je confirme, oui. Il y a encore du corail, mais il n'y aura pas, si on continue à l'exploiter de cette façon, on est un pays pionnier pour l'export du corail rouge, tabarca, etc., mais ça va finir. Il ne faut pas donc faire un excès d'exploitation. Il faut vraiment respecter la nature, vivre en harmonie à la nature, vraiment donc garantir plutôt la durabilité pour pouvoir donc aller loin avec ces ressources, même si il y a beaucoup de ressources. Donc en parlant de start-up, on va exploiter les ressources en mer. Comme il y a du marbre, du sable sur la terre, il y a aussi en mer et c'est beaucoup plus facile à exploiter en mer. Donc, et c'est plus riche, on peut vendre ça très, 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 très bien et on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, on invite les startups à venir investir dans l'économie bleue, mais avec modération. Voilà. Je vais donner la parole à Mounir pour rebondir sur un des piliers de l'économie bleue. Si je reviens vers des chiffres de cette année, l'aquaculture s'est développée dans le monde entier. Et en quelques années, elle a fait un bond phénoménal entre 1990 et 2020, alors que le secteur de la pêche n'a connu une croissance stable que de 14%. L'aquaculture, à elle, a explosé tous les records en atteignant un développement de plus de 527%. C'est incroyable, Mounir, quand on sait que ce secteur se développe de cette manière. Toi qui es pionnier ici en Tunisie par rapport au secteur de l'algue, tu vas nous dire un peu comment s'est fait cette installation en Tunisie. Je sais que tu emploies des femmes, et donc sur l'emploi, c'est très important aussi. Un des objectifs de développement durable, c'est d'avoir cette parité homme-femme et de proposer aux femmes d'être, de s'intéresser au domaine maritime et de s'intégrer dans l'économie bleue durable. Donc tu vas nous en parler un peu plus et nous donner ta vision par rapport aux années à venir. D'abord, merci pour l'invitation. Je remercie la Saison Bleue et French Tech de cette invitation. Alors, moi je vais vous témoigner de ce que j'ai fait. On parlait tout à l'heure, pour le sujet d'auparavant, des Tunisiens qui étaient partis à l'étranger. Moi j'ai fait le contraire. Je suis français qui est venu en Tunisie. Je rebondis dessus et je me suis installé en Tunisie avec effectivement les moyens que vous connaissez parce que vous les vivez tous. Donc vous voyez, c'est possible de partir dans un environnement où il y a beaucoup d'argent et où la structure est faite et d'arriver dans un environnement qui est moins structuré et pourtant développé. Donc j'étais une start-up, nous étions une start-up et nous avons développé dans un environnement compliqué, difficile, sans moyens, mais avec les réseaux que vous connaissez tous, les amis, les business angels, de la même manière. Donc la résilience, on connaît, je l'ai vécu en Tunisie, donc je peux en parler, en témoigner. Et donc après, on peut partir effectivement lever des fonds par ailleurs, et nos installations industrielles sont en Tunisie, et elles le resteront, elles seront durables pour le faire, même si on doit monter d'autres unités ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs en Afrique. Pour revenir un peu à ce qu'on a fait sur l'économie durable et notre secteur à nous, effectivement, on est parti d'abord de la base. Pourquoi je suis venu en Tunisie? D'abord pour le contrôle de la matière première. Dans n'importe quel métier, en fait, lié à l'économie bleue, de la transformation, moi je suis chimiste de formation, pour moi, il était inimaginable de ne pas contrôler la matière première. Mais contrôler la matière première sur du sauvage, je ne l'imaginais pas, parce que ça voulait dire tout simplement détruire le milieu qui me construisait. Donc, il a fallu attendre d'avoir des concessions marines, donc un système réglementaire adapté sur des côtes africaines. Même sur les côtes européennes, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore le cas. Et la Tunisie l'a fait, nous a accédé des concessions tardivement, mais pendant ce temps-là,
plus de 20 ans, mais pendant ce temps-là, on n'a pas exploité le milieu local, alors que la ressource était là. On est parti ailleurs, on a pris ailleurs d'autres matières premières qui étaient cultivées là-bas, donc c'était en Indonésie en l'occurrence, mais tout en ayant l'idée de faire proche, proximité, régionale, pour produire sur la zone. Donc on l'a fait, on est allé à Zanzibar, on est allé au Mozambique, on s'est concentré en Afrique, on a investi là-bas. Aujourd'hui, on a 2 unités industrielles de transformation d'algues marines, et on est allé un peu plus loin parce que l'idée, c'est, enfin, mon idée du moins, à l'origine, et maintenant l'idée de toute une équipe, c'est de fournir des ingrédients sains. Alors la plupart d'entre vous, en fait, vous mangez des produits à l'état brut, mais vous mangez aussi des produits transformés, voire ultra transformés. En Europe, c'est 70% de la nourriture habituelle, et en Tunisie, en partie également. Lait transformé, viande transformée, donc la charcuterie, les produits laitiers, les produits de confiserie. Sauf que la réalité, c'est dans ces ingrédients qu'on va savoir si on mange bien ou non. Et moi, issu de la chimie, je sais que c'est par là que ça doit passer. Et donc j'ai voulu créer cette chimie, non pas de chimie de synthèse, mais cette chimie du naturel. Parce que la chimie, elle nous compose entièrement. On ne peut pas dire chimie, c'est pas bon. Non, chimie, c'est bon. Mais quand ça vient du naturel ou quand ça se rapproche le plus à ce qui est de natif. Et donc c'est mon idée. Le corps reconnaît des produits naturels, et donc les deux composent, et donc on n'a pas de souci de santé sur un long terme. Au contraire des pesticides, au contraire des produits de synthèse. Donc là est venue l'idée. Aujourd'hui, on est effectivement en train de développer cela en Afrique, mais pas que. L'idée, c'est d'aller aussi ailleurs, de trouver des puits de carbone, ce que j'appelle des puits d'algues, mais c'est des puits de carbone, qui peuvent, et là maintenant c'est en cours, séquestrer du carbone à long terme et arriver à un cycle du carbone qui devient, j'allais dire, positif. On ne va pas dire totalement excédentaire, mais qui devient positif sur tout le cycle de production. Et donc, pour revenir un peu à l'idée de durabilité, oui, l'idée de durabilité, c'est ça. CELT, c'est d'abord gérer des matières premières en les cultivant, gérer des produits en éco-extraction, en éco-process, c'est-à-dire que, pour parler de notre cas, par exemple, le milieu de la transformation des algues ou des produits végétaux, vous avez besoin d'alcool. Vous avez besoin de faire des précipitations alcooliques. Ça, c'était l'état de l'art. Ce que j'ai fait différent. Enfin, du moins, j'ai cherché à faire différent. Et je l'ai fait. On a pu le faire. Et donc, ça veut dire que vous transformez aussi en respectant aussi l'éco-process et donc dans les traitements et donc dans le rejet derrière. Parce qu'il faut penser au rejet derrière. Et donc ça, c'est faisable, mais aussi par l'innovation. Donc ça veut dire que la première chose que j'ai faite, c'est continuer à ce que je faisais, la recherche. Et je ne m'y suis jamais arrêté. C'est-à-dire que ça fait 25 ans maintenant que je continue ma recherche tous les matins. Et ça, c'est ma base. C'est d'abord ça, et après l'administratif. Mais ça, c'est la base. Et donc l'innovation, il ne faut pas croire que alors un start-upper ou un innovateur va démarrer innovant avec une bonne idée, et cette idée va être suffisante pour les 30 prochaines années. Non. C'est tous les matins que c'est remis en cause, c'est tous les matins qu'on l'améliore, c'est tous les matins qu'on la croit, et c'est tous les matins qu'on doit créer de nouvelles idées pour rester au devant de la scène, parce que sinon vous disparaissez tout simplement. D'accord ? Donc l'idée de R&D est importante. Pour revenir un peu sur le marché tunisien, j'ai quelques idées par rapport aux start-upers, mais juste pour une idée qui est importante. Malheureusement, et je dis bien le système réglementaire start-upper en Tunisie ne va pas émerger comme il le devrait. Pour une raison simple, la majorité du capital en Tunisie pour une start-up doit être tunisienne, qui est une hérésie. Je vous le dis, c'est une hérésie. Réglementairement, c'est une hérésie. Vous cherchez des VC étrangers et vous bloquez les étrangers à venir investir en majorité. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être comme ça. C'est pas le cas. C'est le cas aujourd'hui. C'est malheureusement le cas aujourd'hui. Je vous le dis, j'y suis en face. Donc d'accord, je n'ai pas pu malheureusement être une start-up tunisienne par rapport à un cadre. Et donc l'investisseur étranger ne peut pas venir dans ce cadre-là. Dans un cadre de ce cadre-là, il ne peut pas venir. Donc vous pouvez trouver que des VC locaux ou des capitaux risqueurs locaux. Et ça devient incroyable. Ça veut dire que vous demandez à l'investisseur étranger de venir, mais la start-up, malheureusement, ne peut pas ouvrir son capital au-delà de 51%. Donc ça, il faut... VC étranger, je parle d'un capital étranger, c'est qui est mon cas par exemple. Non, en tout cas, moi je ne peux pas parler de toutes les entreprises. Oui. Je parle que de la start-up et précisément labellisée. Oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez devenir étranger, capitaux étrangers ? Oui, bien sûr. On a même des entreprises, des start-up labellisées avec 90% du capital détenu par un Français.
Donc il n'y a aucune problématique là-dessus. Alors, la réglementation a évolué parce qu'il y a encore 3 ans, mais c'est une bonne chose. Mais c'est toujours pertinent dans le sens où la réglementation, elle freine l'investissement, mais pour d'autres raisons. C'est le risque pays, c'est la procédure d'investissement de fonds étrangers en Tunisie. Alors, tout ça reste très pertinent, mais pas la problématique. L'erreur est humaine et j'aurais dû me mettre à jour. Mais par contre, nous, sur les 3 dernières années, malheureusement, ce qu'on est dans notre cas industriel, donc dans le cadre de l'économie bleue, les VC étrangers, les capitaux étrangers ont été bloqués sur cette partie-là il y a encore 3 ans. Donc je suis content de savoir que c'est nouveau parce que ça veut dire que ça peut nous aider, nous, dans la nouvelle structure qu'on veut investir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle sur l'environnement tunisien. Mais pour en revenir aussi aux attraits de l'investissement et sur l'économie bleue de l'étranger vers la Tunisie, il va falloir effectivement que le cadre réglementaire des cotes sur l'économie bleue, sur l'exploitation des matières premières, se régule de manière plus grande. Comme je vous dis, alors moi je suis content d'entendre que l'évolution a été faite. Ça a évolué aussi sur les codes réglementaires, un peu plus de 20 ans pour obtenir des concessions marines. Il faut que la nouvelle société qui se développe aujourd'hui en Tunisie puisse avoir des réglementations pour utiliser des matières premières qui soient courtes pour pouvoir être fait. Mais par contre, la success story ou les success stories en Tunisie dans le domaine des innovations de l'économie bleue sont légion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit des microalgues qui sont en train de se développer dans le secteur, avec des capacités énormes. Pourquoi ? Parce que vous avez des ressources, le soleil, le vent, qui peuvent développer par rapport à des paramètres et des croissances très importantes. Sur les macros que je connais, il y a beaucoup d'endroits et de côtes en Tunisie où on peut se développer aussi de manière énorme. On a des produits, par exemple, à partir de crabes, sur des extraits, au lieu de le faire partir en brut, sur de l'extrait de crabe qui peut être gélatineux et avec des actifs à l'intérieur, où on peut laisser de la valeur ajoutée encore et faire partir. Donc ça veut dire qu'il y a toute une industrie de la transformation, aujourd'hui, où il y a des matières premières, et il y en a beaucoup d'autres encore, sur des végétaux, pas que sur des végétaux marins, mais des végétaux terrestres, où on peut donner de la valeur et de l'actif avec des vrais savoir-faire, qui peuvent être soit par des partenariats, nord-sud, pour développer ça. Et donc là, la French Tech peut jouer un pont énorme d'avantages pour que cette francophonie, parce qu'on est lié au sommet de la francophonie, cette francophonie et cette French Tech peut apporter ses savoir-faire et apporter ses compétences pour que des usines durables avec des éco-process long terme puissent être faits en Tunisie. Merci Mounir pour ce témoignage. Je donne la parole à Emna parce qu'effectivement, la saison bleue, pour ne pas rester inactif et être aussi dans ce secteur de start-up, a lancé en 2019 une initiative autour de Amouège, qui est un appel à candidature, un appel aux porteurs de projets dans le domaine du maritime, de l'économie bleue, pour pouvoir qu'on puisse en tout cas les accompagner, non seulement sur la partie financière, mais aussi pour le déroulement, la mise en place de leurs projets. Et donc je vais laisser Emna en parler et nous donner donc la nouvelle vision de la saison bleue par rapport à cette initiative. Merci Lynn, bonjour à tous. Effectivement, je suis Emna Dimassi, je dirige le bureau de représentation du groupe CIC en Tunisie, le groupe bancaire français. Je suis également trésorière et membre fondateur de la saison bleue et membre du comité Amouège. Donc c'est quoi Amouège ? Amouège, c'est le premier appel à projet dédié à l'économie bleue durable qui a été lancé en Tunisie en 2019. C'est un appel à projet doté d'un prix de 30 000 dinars, qui est décerné par un jury Amouège, qui se compose d'éminents experts dans le domaine de l'économie bleue durable, dans la finance, mais également dans le domaine de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, donc comme la Fondation Biat, l'AFD, la Bird, mais également la PAL et d'autres experts dans le domaine de l'économie bleue en Tunisie et ailleurs.
Donc cet appel à projet, donc il y a déjà eu, comme disait Rim, 2 éditions. La première édition, c'était en 2019. Donc le jury Amouège a reçu à ce moment-là 140 projets, il a étudié 140 candidatures et a pu décerner 3 prix à 3 lauréats. Donc, qui était donc en 2019 la municipalité de Rlibia, qui a reçu un prix pour son projet d'assainissement de la lagune de Rlibia. Donc, il y a eu également l'association Bizerte 2050 pour son projet de fabrication d'embarcations éco-responsables à travers la plantation du Polonia, donc un arbre qui a des propriétés intéressantes. Et le troisième prix était destiné au projet Carthage avec son projet Port Punique. Donc la deuxième édition a eu lieu en 2021. Et le projet lauréat a été le projet du collectif Sfax Environnement Développement qui concernait la réhabilitation de la plage du Casino à Sfax. Donc, on est là également pour vous parler aussi du projet 2023, parce que comme vous le voyez, en fait, les premières éditions, il y a eu essentiellement des municipalités ou des associations qui ont remporté les prix Amouège, alors que, en fait, ce prix est également destiné aux startups. Donc, c'est pour ça qu'en 2023, on voudrait faire un focus sur les startups. Donc, sachez que l'édition 2023 de l'appel à projet Amouège sera destinée exclusivement aux startups opérant dans le domaine de l'économie bleue durable. Voilà, à vos agendas, suivez-nous sur les réseaux. Donc, l'appel à projet sera lancé en mars 2023. Des projets commenceront à être étudiés en mai 2023 par le jury et comme d'habitude, la désignation des lauréats aura lieu en marge du Forum mondial de la mer, comme vous le savez, organisé par la Saison Bleue, qui aura lieu en septembre 2023. Voilà, donc toujours doté de 30 000 dinars. Quelques exemples de projets qui pourraient être candidats. Mahdi a donné beaucoup d'exemples de projets d'économie bleue durable. On peut parler encore de la robotique, de la biotechnologie marine, de l'aquaculture durable, mais également tout ce qui est technologie et imagerie climatique. On pourrait parler de la navigation durable, de l'éco-navigation, du nautisme durable. Et voilà, ça couvre également la robotique, mais je crois que je l'ai dit également. Donc voilà. Suivez-nous pour Amouège 2023 qui va démarrer en mars 2023. Merci Emna pour ce tour d'horizon. Effectivement, l'initiative était pour favoriser des porteurs de projets à réaliser leurs rêves et à leur donner les moyens, les accompagner pour qu'ils puissent réellement concrétiser ce dont ils se voyaient le plus pour cet environnement durable. Et quand on parle d'économie bleue durable, moi je parcours tous les jours donc ce qui se passe dans le monde. On voit des innovations, des transports à base de voiles pour pouvoir porter aujourd'hui des conteneurs de plus de 150 000 tonnes, juste à base de voiles mues par les vents. Je vois l'utilisation aussi du GNL, donc pour pallier et remplacer tout ce qui est gasoil, kérosène, et donc éviter les catastrophes d'abord qu'on peut avoir de naufrage et éviter de polluer encore plus les océans et les mers. Par rapport à l'exploitation des fonds marins, je sais qu'à Sharm el-Sheikh, la France a fait une annonce, en tout cas, et pas des plus simples, c'était l'interdiction de l'exploitation des fonds marins
par les pays développés, parce que c'est eux qui peuvent le faire. Hein. Nous, les pays en voie de développement ou les pays pauvres, on n'a qu'un petit quota sur lequel on s'est battu lors de BBNJ, qui s'est déroulé en 2 épisodes, en 2 rangs, on va dire, en 2 rounds cette année. Et on n'a pas encore eu notre part du gâteau, puisqu'on voulait atteindre en tout cas les 8% des bénéfices que pouvaient avoir les grands pays par rapport à cette exploitation des grands fonds. Et donc la France a interdit l'exploitation des fonds marins jusqu'à ce qu'il y ait un cadre légal pour le faire. Parce qu'effectivement, non seulement on ne connaît pas les océans, on ne connaît que 10% des fonds marins, et faire de l'exploitation sans connaître ce milieu pourrait déséquilibrer toute une biodiversité. Et du coup, on se dit, et moi j'en suis vraiment contente aujourd'hui, hein, je peux dire que l'économie bleue va être un peu freinée parce qu'on peut extraire du schiste, on peut extraire du cobalt, on peut extraire des minéraux très importants, mais tant qu'on ne connaît pas, il faut avancer avec prudence. Et ce bien commun, il est notre bien commun à tous, à toute l'humanité et aux futures générations. Donc on a assez détruit la planète, on a assez émis de CO2, on a assez... et les effets, on les voit aujourd'hui par le réchauffement climatique. Au mois de novembre, on a un temps qui ressemble à un mois de mai ou de juin. Est-ce normal ? Est-ce que pour une économie bleue, on peut faire n'importe quoi ? Je pense que non. Et donc, il faut rester dans un cadre limité, celui du développement durable, insister sur cela, et même l'exploitation de nos richesses, de nos biodiversités qui sont en Tunisie, que ce soit les coraux, les éponges, les poissons, les crabes bleus qu'on utilise aujourd'hui, parce que c'était des espèces invasives et qui ont causé énormément de tort à notre richesse. Il faut avoir cette vision de se dire comment le faire, comment bien le faire. Et j'invite donc les start-upers à être innovants par rapport à ces questions-là, à apporter une idée, à apporter de l'innovation, à apporter une autre vision, des solutions. Il y a des solutions. On part toujours avec cet objectif que tout est possible et que les solutions existent avant les problèmes. En mathématiques, on nous apprend à résoudre les problèmes. Et nous, on demande à trouver les solutions et de ne pas voir qu'il n'y a que des problèmes. Donc, effectivement, l'économie bleue, elle est faite pour être, en tout cas, à la disposition de ceux qui veulent porter des projets. Nous, on est là en tant que Saison Bleue. On a les partenaires qu'il faut. On essaye, en tout cas, avec la French Tech, avec les bailleurs de fonds internationaux, d'apporter cette aide et d'apporter ce partenariat pour pouvoir avancer, pour que les Tunisiens, et même ceux qui souhaitent, comme Mounir, revenir en Tunisie et lancer leurs projets, pouvoir le faire avec facilité. Donc, il y a ce cadre à mettre en place pour les fonds marins, mais il y a aussi le cadre, comme le disait tout à l'heure Salma, Mahdi, Neila, il y a une vision à l'échelle nationale pour faciliter l'implémentation donc, des startups, pour leur faciliter l'accès à l'internationalisation, pour faciliter les procédures. Je parle de procédures administratives, bien évidemment, qui sont un frein, mais heureusement qu'il y a des gens qui peuvent les aider à mettre en place et à réaliser leurs rêves. C'est réellement ça. Oui, effectivement, Rim, je devais évoquer cette partie. En fait, un mouège, ce n'est pas qu'un appel à projet et un prix de 30 000 dinars. C'est aussi un accompagnement qu'on souhaiterait apporter aux porteurs de projets, qu'on apporte déjà. En fait, c'est un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de chaque projet. Donc, cet accompagnement peut revêtir différentes formes. Ça peut être effectivement l'introduction, l'accompagnement dans les démarches administratives. Ça peut être également l'introduction auprès de l'écosystème financier. Mais ce qu'on souhaiterait, nous,
c'est aussi apporter aux startups lauréates en 2023, c'est de mettre à leur disposition le fabuleux réseau développé par la Saison Bleue depuis de nombreuses années. Ce réseau international d'experts, d'organisations internationales qui sont nos partenaires, qui nous suivent dans les différentes éditions du Forum mondial de la mer à Bizerte, qui sont associés et que nous retrouvons dans les rendez-vous internationaux auxquels assistent souvent Mehdi et Rim, qui nous représentent merveilleusement à l'international. Donc, sachez que c'est ce réseautage-là et l'internationalisation qu'on souhaiterait apporter aux startups lauréates 2023. Merci. J'ajoute une petite parenthèse à ce qu'avait dit Mounir. Effectivement, l'aquaculture des algues, en tout cas, par cette volonté de développer cette industrie d'extraction naturelle, en tout cas des bienfaits des algues, il faut savoir que implémenter des algues freine l'érosion. Donc il y a un côté positif, et je sais qu'en Méditerranée aujourd'hui on souffre de la disparition de la posidonie, malheureusement, tout le littoral, que ce soit sur la rive nord ou la rive sud, a eu a souffert de l'impact de l'ancrage des navires, d'une maltraitance, on va dire, des algues directement, et qu'aujourd'hui, il y a des start-up qui se lancent dans la culture, comme si c'était une agriculture, c'est-à-dire cultiver les algues dans des portions bien définies sur des aires marines protégées, sur des endroits du littoral en France, pour voir comment ces algues repoussent et pouvoir regagner un territoire normal. Il faut savoir qu'1 centimètre d'algues prend plus de 10 ans pour qu'il puisse pousser. Donc pensez à l'avenir, pensez à ce que quand les bateaux arrivent, et là je rejoins peut-être le commandant Anis Zarrouk, à pousser nos administrations, nos institutions, les ministères, à mettre un cadre aussi légal à l'arrivée des yachts, à lancer leur ancre dans des bouées flottantes pour ne pas effectivement saccager cette richesse qui nous donne du CO2, qui nous donne de l'oxygène et qui absorbe du CO2. Donc réellement, les startups, vous pouvez faire beaucoup de choses. Comme on l'a dit, il y a aussi tout ce qui est biotechnologie. Je sais qu'il y a une entreprise qui s'appelle une entreprise qui s'est lancée dans extraire des molécules de tout ce qui est la peau des crustacés pour en faire de la recherche dans le domaine de la pharmaceutique, qui s'appelle Chitosan. Non, c'est pas Chitosan, c'est une autre start-up, mais ça va me revenir. Et donc, il y a des choses qui se font. La robotique est importante, le numérique aussi, parce que ça permet de mieux connaître notre environnement maritime et les fonds marins. Et donc, réellement, se lancer dans le mapping des fonds marins, se lancer dans la connaissance et mettre à notre disposition ces innovations nous permettront d'aller plus loin et de mieux connaître notre environnement. Voilà, ils me font signe, je dois m'arrêter, et s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, on peut répondre tous, c'est le moment avant de lancer le témoignage des 2 startups qui sont présentes avec nous. C'est Abdelmajid, qu'on ne présente plus. Merci Abdelmajid d'abord, merci pour cette excellente matinée. Qui touche beaucoup sur l'écologie en général, et la transition numérique. Et vous avez, chaque présentation a touché la mer, et même la saison bleue, c'est bleu, c'est un bleu de la Méditerranée, c'est sûr. Merci aux pénalistes. J'ai beaucoup souhaité qu'il y aurait des interventions qui touchent un peu pour sauver cette Méditerranée nous sommes en train d'agresser d'une façon incroyable. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
le bateau Xelo, qu'on avait voulu le couler volontairement au golfe de Gabès, eh bien, ce matin, c'est un non-lieu et l'équipage est libéré et Bosrouk ou Raho. Voilà, donc les agressions marines, notre association, j'aime bien vous donner nos travaux qu'on avait faits sur le plastique en Méditerranée et pour la pêche interdite. Rien que pour la pêche interdite, il y a 459 bateaux à Sfax seulement qui sont en train de détruire notre prairie de Posidonie. La prairie de Posidonie, la Posidonie Dria, c'est qui est un grand réservoir de carbone. De 1, le Posidonie donne plus d'oxygène. Elle consomme bien l'oxygène, elle donne plus l'oxygène que les forêts sur la Terre. Et ces destructeurs qui ne croient pas au repos biologique, tous les chalutiers arrêtent de chaluter du 1er juillet au 30 septembre, 90 jours, et eux travaillent jour et nuit avec la complicité. J'ai des photos et des vidéos qui vont frapper sur des portes, des gens qui sont inculpés, même les porteurs de l'uniforme, malheureusement. Donc la Méditerranée, que nous sommes en train de l'aimer, mais nous sommes peu, je dis la vérité, nous sommes peu à la protéger. Et si je fais un appel d'être plus nombreux, de serrer la main pour sauver ce qu'on a, la destruction de notre ressource halieutique. Nous sommes en train de manger de l'élevage et des poissons de l'importation au moment où on était un pays exportateur des produits de la mer. La pollution invisible, ce qui se passe à Skhira, 4 unités, une de l'Inde et une, la SIAP 2, qui produit 2 fois plus que ce que produisait avant la SIAP de Sfax et ce que produit le groupe chimique. 5,8 fois elle produisait ce que produisait SIAP Sfax, mais seulement elle est en train de détruire nos ressources naturelles. Elle est en train de jeter les eaux telles qu'elles sont, sans les mettre au moins en quarantaine pour que les produits toxiques et dangereux ne passent pas à la mer. En face des îles Kneis, le berceau de la Méditerranée, où 28% des poissons de la Méditerranée se reproduisent de Cheb jusqu'à Zarat à Gabès. Je souhaite qu'on passe un peu, c'est inquiétant ce qui se passe. Nous sommes peut-être votre génération, nous on va partir, vous êtes la dernière génération que pourrait changer avant une prochaine catastrophe, avant la 6e extinction. Merci, merci à toi. Merci à toi, merci pour cet appel. Donc, moi, je ne peux qu'encourager donc, les start-upers à investir dans le monde maritime. Bien sûr, tout en respectant l'écologie. Le problème, ce n'est pas le fait de faire, le problème, c'est la manière de faire. Donc, on peut, comme je parle de la plaisance, au lieu de faire un port plein de béton, on peut faire des pontons flottants et utiliser des trucs écologiques, mais qui nous permet de prendre notre part des bateaux, de 350 000 bateaux qui existent en Méditerranée. Je cite à titre d'exemple Malte, qui a 150 km de côte et qui, son PIB, il est basé sur le monde maritime et son PIB, il est égal à notre budget annuel. Donc, à chaque fois où on tourne le dos à la mer, on a des problèmes. Et notre pays, il ne peut que travailler avec une économie bleue durable. Donc moi, je ne peux qu'encourager. Et bien sûr, je respecte donc les écologistes qui nous incitent à préserver l'environnement. Voilà. Merci Anis. Merci pour ce panel. Merci à tous d'avoir répondu présent et d'avoir donné autant d'éclairage, on va dire, à nos invités. Merci.